Bonsoir à tous, votre soirée spéciale élection départementale continue en Bourgogne. Il est 19h, les derniers bureaux de vote viennent de fermer en Côte d'Or. Ailleurs, le dépouillement est en cours. Premier résultat communiqué à 20h. Nous vous les donnerons tout à l'heure avec Elsa Bezin et vous les retrouverez bien évidemment sur notre site internet france3.fr. Des chiffres et des lettres aussi. Lilian Melet et Eric Sicot sont avec nous pour analyser les nouveaux rapports de force dans chaque département. Et puis nous serons en direct de nos préfectures avec Damien Boutillier à Mâcon, Nathalie Baffer à Auxerre, Régis Guillon à Nevers et à Dijon, Lise Riget. Seul chiffre que nous pouvons vous donner avant 20h, c'est donc celui de la participation. Il était à 17h en Bourgogne de 46,1% contre à peine 42% au niveau national. Un chiffre stable par rapport à la semaine dernière. Et avant de détailler par département, revenons sur un dimanche d'élection avec l'ambiance en Côte d'Or dans le canton de Saint-Apollinaire qui englobe aussi Arc-sur-Tille. Deux communes où les électeurs avaient le choix entre deux binômes de droite et du Front National. Les candidats aussi ont fait le tour des bureaux de vote, comme l'ont constaté Sylvain Bouillot et Christophe Gaillard. Jour de vote pluvieux et candidats soucieux. Depuis ce matin, ce binôme du canton de Saint-Apollinaire fait la tournée des bureaux de vote. Arceaux, Fontaine-Française, Arc-sur-Tille. Ici, les prétendants au conseil départemental s'enquièrent de la participation, mais pas seulement. Je pense qu'ils font comme un peu tous, ils font les tours des bureaux pour effectivement se présenter. On n'a pas l'occasion, je pense, de les voir de visu et de mettre effectivement une tête sur un nom. Voilà, je pense. Font attention aux bulletins, qu'ils soient bien présents. Oh ben, je pense, j'espère pour eux, oui, je pense qu'ils ont l'habitude et puis, oui, il n'y a pas de souci. Tout est bien présenté. À quelques kilomètres de là, dans le bureau de vote numéro 1 de Saint-Apollinaire, les électeurs arrivent au compte-gouttes. À 14h, la participation s'élève à 30%, soit 3 points de moins que la semaine dernière à la même heure. Dans ce canton, les électeurs doivent départager deux listes. Les membres du bureau font particulièrement attention à faire respecter les règles de base du code électoral. Ils prennent les deux bulletins puisqu'il y a deux listes, je dirais, qui sont représentées pour ce deuxième tour. Ensuite, d'être seuls dans l'isoloir. Et pour le bulletin dans l'urne, que ce soit eux-mêmes qui le mettent et non une personne tierce, ni un enfant. On peut voter. Dernier coup de tampon sur les cartes à 18h pour l'ensemble du canton, à l'exception de la commune de Saint-Apollinaire, dont les bureaux ont fermé il y a quelques minutes à 19h. Et malgré un temps à aller voter, les taux de participation ont donc eu du mal à progresser. Difficile de trouver les raisons de cette désertion dans les bureaux de vote de Dijon et Chenôve, où se sont rendus Isabelle Rivière et Tiffaine Pfeiffer. On peut voter. À voter. Bien ou mal? Bien ou mal, mais à voter. Car ce matin, au bureau de vote de Chenôve, il n'y avait pas foule. À 10h, le taux de participation était en baisse de 3% par rapport à la semaine dernière à la même heure. On dénombrait 586 votants pour plus de 8000 inscrits. À cela, une explication toute trouvée. Je pense que le changement d'horaire y est pour beaucoup. C'est-à-dire que la semaine dernière, nous avions observé une forte participation de 8h à 9h. Et là, on voit qu'il y a un décalage tout simplement d'une heure. Les électeurs se sont levés une heure plus tard. Au fil de la journée, l'argument de l'heure d'été ne tient plus. On pourrait donc penser que les bureaux de vote vont se remplir, mais pas du tout. La preuve à l'école maternelle Château de Pouilly, où se trouvent les bureaux de vote de Dijon 3. On a un peu plus d'électeurs qui n'ont pas voté au premier tour, on le constate sur les cartes, lorsqu'on tamponne après le vote. Donc les personnes, on a à peu près, on va dire une trentaine de personnes qui sont venues en plus, qui n'ont pas voté au premier tour, qui n'étaient pas présents. Au deuxième tour, il n'y a pas beaucoup d'évolution en plus actuellement. À voter. On reste quand même dans les horaires de 17h en principe. Les jeunes, c'est entre 17 et 18. Si certains ne comptent pas venir voter, d'autres au contraire ont une idée bien précise de ce que représente un vote. C'est important, c'est notre devoir en fait, on doit voter. Sinon on n'a rien à dire en fait, je pense, voilà, c'est tout. J'ai lu les programmes pour savoir de quoi ça parlait. Et du coup, voilà, je sais pour quoi j'ai voté et pas au hasard. Il faut maintenant attendre 20h pour connaître les premiers résultats. Le prochain retour aux urnes se fera en décembre pour les élections régionales. 46,1 donc la participation à 17h en Bourgogne. Eric Sicot, comment expliquer ces chiffres de la mobilisation? Écoutez, il est encore très
très difficile de donner une signification générale à cette abstention. Il faudra observer la participation dans chaque canton pour lui donner un véritable sens. Une seule certitude, une partie des électeurs étaient privés de leur candidat du premier tour, éliminés, sans risque. On peut penser que certains d'entre eux sont restés au chaud à la maison. Et un sondage cette semaine le laissait d'ailleurs clairement entendre. Dans le cas de l'élimination totale de leur camp, la moitié des électeurs de l'UMP et du FN et 40% des électeurs de gauche disaient ne pas vouloir aller voter. Mais avec la nouvelle situation issue du premier tour, d'autres électeurs se sont aussi mobilisés. Ont-ils entendu les appels des uns et des autres? Les chiffres plutôt stables de la participation le laissent penser. Lilian Bellet, on a beaucoup dit que cette élection était inédite avec ce système de binôme. La situation au deuxième tour, elle aussi, elle est nouvelle. Oui, pour faire simple, on a un vrai tripartisme, droite, gauche, Front National, qui s'est imposé dans le paysage politique français dimanche dernier à l'intérieur d'un mode de scrutin majoritaire qui pousse, lui, au bipartisme et au rabotage. Il y a bien des triangulaires, mais c'est loin d'être la majorité. Du coup, ce mode de scrutin, au deuxième tour, a privé souvent d'expression une des trois forces, ce qui forcément, mécaniquement, a laissé à la maison une partie des électeurs du premier tour, même si elle a peut-être poussé certains à les remplacer dans l'isoloir. On peut y rajouter que le front de gauche n'est plus automatiquement l'allié naturel du PS, et c'est presque un quadripartisme qu'il faut envisager. Comme il serait peut-être temps de systématiser une part de proportionnel, ce serait aussi une bonne façon de redonner aux Français le goût du vote, car une moins mauvaise participation, comme ce soir, ça n'est guère satisfaisant pour la démocratie. La grande incertitude en Saône-et-Loire, le département pourrait donc basculer à droite. Dans ce scénario, André Akari, jusqu'alors leader de l'opposition, pourrait être candidat à la présidence. Il a raté l'élection au premier tour de 4 voix seulement la semaine dernière. Stéphane Robert et Gabriel Talon l'ont suivi ce dimanche. Bien installé derrière son bureau du premier étage de son domicile, André Akari épluche la presse du week-end. C'est donc dans l'intimité familiale qu'il vit cette journée de deuxième tour. La sérénité semble l'emporter sur le stress. C'est pas la guerre civile, c'est qu'une élection, donc je suis plutôt très serein aujourd'hui. Prudent certes, optimiste mais raisonnablement optimiste. Donc voilà, dans l'attente paisiblement d'un résultat. Après avoir rencontré des habitants de Paray-le-Monial le matin, en milieu d'après-midi, direction le centre culturel. Un bureau de vote que le leader de l'opposition au Conseil général et candidat à sa succession trouve bien vide. On est toujours inquiet de la participation. Vraisemblablement, à l'instant, on est 2 points au-dessus de 2011, mais 2 points en dessous de la semaine dernière. Voilà. Donc je pense que malgré tout, les gens vont se mobiliser. Il ne faut pas oublier qu'on est sur la semaine du décalage horaire. Donc je pense que, voilà, passage à l'heure d'été. Donc je pense que les gens vont se mobiliser globalement au-dessus de 2011. Et quand vous avez glissé le bulletin dans l'urne, vous avez pensé à quoi? Au troisième tour? Ou c'est trop tôt? Non, j'ai pensé à bien vérifier que ce soit bien mon bulletin. Ok, trop tôt donc pour le troisième tour. C'est pas le sujet du jour. En cas de victoire de la droite tout à l'heure, le sujet sera forcément à l'ordre du jour. Le grand favori à la présidence si le département bascule, c'est bien lui. C'est ici, à Paray-le-Monial, qu'André Akari a prévu d'attendre la proclamation des résultats, entouré de sa famille et de ses amis. La Saône-et-Loire, objet de toutes les attentions, en direct de la préfecture de Mâcon. Damien Boutier. Damien, quelle est la participation dans votre département ce soir ? Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Eh bien, la participation à 17h était de 44,43%. C'est 0,05 points de moins que dimanche dernier. Et puis, si l'on compare à 2011, c'est tout de même plus 6,98%. Nous l'avons un peu évoqué, c'est donc le département où la plus grande incertitude existe. Et oui, basculera pas, c'est la grande question. Sur 29 cantons, 26 sont encore en lice. 3 binômes sont passés au premier tour. 2 à droite, Chauffaille et Charolles, et puis 1 à gauche pour Cluny. Et puis aujourd'hui, il y avait également 8 triangulaires. Et dans 6 cas, le Parti Socialiste arrive en tête. Alors, on l'a vu il y a quelques minutes, un reportage sur André Akari, le leader de l'opposition. On s'intéressera bien évidemment à Louan, où Rémy Chintron, le président socialiste sortant, tente de sauver son poste face à une UMP qui le distançait de 1400 voix dimanche dernier. C'est donc à suivre. Et puis, originalité, nous suivrons Saint-Vallier, un duel PS Front de Gauche où le socialiste Jean-Claude Lagrange a maintenu la candidature de son binôme contre la décision de son parti qui, lui, a appelé à voter Front de Gauche. Voilà, quelques éléments, plus d'informations et surtout plus de résultats toute la soirée depuis la préfecture de Mâcon. À tout à l'heure, Damien Rixico, c'est donc le département bourguignon qui pourrait suivre la tendance nationale avec un retour de la droite aux affaires. Et oui, à la veille des élections, la gauche était très nettement majoritaire avec 39 élus contre 18 pour la droite. Aujourd'hui, le scénario le plus envisageable reste une bascule en faveur de la droite
droite. Mais dans les deux camps, on sait que ça va se jouer à quelques cantons particulièrement serrés. C'est le cas par exemple dans les 3 cantons où les 3 candidats sont les mêmes qu'au premier tour. Cuiseaux-Gergy, où le PS n'a que quelques dizaines de voix d'avance, et Pierre de Bresse, où la droite était en tête avec une courte avance là aussi. Un éventuel sursaut de la mobilisation pour un tel ou un tel peut encore modifier les rapports de force. D'autres cantons restaient aussi très incertains, comme Chagny, Monceau ou Châlons-1 et Châlons 3. Et sur Châlons-1, où la droite est éliminée, on pourra observer le degré de porosité de son électorat avec le FN, d'autant que le maire UMP, Gilles Platré, a refusé de se prononcer. Bref, beaucoup de suspense encore en Saône-et-Loire, même si sur le papier, donc, la donne reste plutôt favorable à la droite. Prenons la direction de Lyon. Nathalie Baffert est à la préfecture d'Auxerre. Nathalie, les Iconais ont-ils plus voté ce dimanche ? Alors dans Lyon, la participation à 17h s'établit à 50,61% contre 52,02 dimanche dernier. C'est donc 1,4 point de moins. Mais comme lors du premier tour, les électeurs de Lyon sont les meilleurs élèves de la région, et ce, dès ce matin, puisqu'à midi, la participation était déjà supérieure aux moyennes régionales et nationales. L'état des lieux, rappelez-nous les enjeux dans ce département. Alors dans Lyon, on a voté ce dimanche dans 20 cantons sur 21. Un seul binôme UMP a été élu dimanche dernier à l'issue du premier tour. Il y avait donc 17 duels, essentiellement droite face au FN, et 3 triangulaires à Vallon, Auxerre 3 et Auxerre 4. Alors dans Lyon, on sera particulièrement attentif au score du Front National qui a réalisé dimanche dernier une percée tout à fait inédite. Il était même arrivé en tête dans le département, avec dans certains cantons des scores qui ont parfois dépassé les 40%. Et pour ce second tour, le parti frontiste est en lice dans tous les cantons, sauf un. L'entrée de l'extrême droite au sein de l'Assemblée départementale n'est donc pas à exclure, notamment dans le nord de Lyon. Cela dit, malgré la progression du Front National, la droite traditionnelle est en position très favorable pour asseoir sa majorité et au passage conserver le perchoir qui lui est acquis depuis 70 ans. Reste que cette bataille pour la présidence s'annonce d'ores et déjà très disputée à droite. Le clivage entre l'UMP et l'UDI est apparu très nettement cette semaine, notamment au sujet du Front républicain. Le troisième tour promet donc une belle empoignade et des tractations intenses qui ne manqueront pas de débuter dès ce soir à l'annonce des résultats. Merci Nathalie. Eric, une chose est certaine, la droite va donc conserver ce département. Oui, Nathalie le disait, elle a toujours eu une majorité écrasante dans l'Assemblée sortante. Elle comptait 27 conseillers contre 15 pour la gauche. Il y a fort à parier que la gauche va être encore affaiblie. Ce soir, elle a déjà perdu 10 points au premier tour par rapport à 2011. Ce soir, elle peut espérer gagner entre 3 et 6 cantons, donc a priori 12 élus au maximum, mais ce n'est pas pour autant que la droite, elle, va sortir renforcée. En effet, dans la région, c'est bien dans Lyon que le Front National fonde ses plus grands espoirs. Il peut envisager entre 0 et 10 élus, ses chances les plus sérieuses étant à Torigny, Pont-sur-Yonne, Saint-Florentin, sans oublier Joigny et Villeneuve, où il affronte la gauche en duel. André Villiers a vu le danger. Cette semaine, le président UDI n'a pas ménagé ses efforts pour faire barrage à l'extrême droite. Il a provoqué une réunion inédite avec des candidats de droite et de gauche. Il s'est ainsi imposé comme le leader de la droite départementale, d'une droite morale et intransigeante face au FN. Si le Front National n'a pas d'élu ce soir, il en sortira sans doute renforcé en vue de la bataille de jeudi prochain. Un gros plan sur la Nièvre. Régis Guillon est en direct de la préfecture de Nevers. Régis, d'abord, la participation dans la Nièvre. Eh bien écoutez, ici à 17h, le taux de participation s'élevait à 43,30% et c'est 1,5 point de mieux que par rapport à dimanche. Mais en d'autres termes, quasiment 57% des électeurs nivernais ne se sont pas déplacés. Rappelez-nous les enjeux de ce deuxième tour. Oh, bien d'abord, je vous rappelle que ici, aucun des candidats n'a été élu dimanche dernier. On votait donc à nouveau aujourd'hui, bien sûr, dans les 17 cantons que compte désormais le département de la Nièvre, les qualifiés du premier tour s'affrontant à travers 12 duels et 5 triangulaires. Alors ce soir, à n'en pas douter, la majorité départementale nivernaise devrait rester à gauche. Ainsi, les projections donneraient une vingtaine de sièges à la majorité socialiste, une dizaine pour la droite. Une équation tout de même à 2 inconnus. Que fera d'abord le Front National, encore en lice sur 14 des 17 cantons, dont celui de Nevers 2 et celui surtout de Fourchambault. Et puis enfin, que feront les 4 binômes encore en lice du mouvement sans étiquette baptisé Nièvre Avenir? Vous le savez, ce mouvement lancé par le maire de Nevers. Bref, ce soir, la Nièvre devrait faire partie des départements de gauche qui résistent le mieux à la poussée UMP-FN, même si des surprises ne sont pas à exclure. Merci Régis, à tout à l'heure. Lilian Meullet, la tension est un peu retombée, on peut le dire, dans la Nièvre?
Oui, chaque fois qu'on parle de la Nièvre, on parle de symbole. Eh bien, il va peut-être falloir chercher ailleurs pour le symbole, puisque les résultats du premier tour n'ont pas annoncé la débâcle que le contexte national aurait pu occasionner. Après un effondrement aux européennes, la gauche, dans son ensemble, s'est ressaisie avec 42% des voix dans ce premier tour qui pourrait faire rêver bon nombre de responsables socialistes et communistes ailleurs en France. Et dans le même temps, la droite a payé son manque d'implantation en ne profitant pas du contexte de sanction du pouvoir. Les candidats de droite n'ont recueilli que 22% des voix, largement dépassés par le Front National, qui lui est devenu, dans ce département, le véritable réceptacle de la protestation avec 26% des voix. La situation est donc un peu moins étouffante pour le président Patrice Joly qu'il y a quelques semaines. Il nous reste à nous rendre en Côte d'Or, à Dijon, où nous attend Lise Riget. Lise, d'abord la participation. Les Côte d'Oriens ont un peu moins voté ce dimanche. Oui, effectivement, Arnaud, à 17h, taux de participation pour la Côte d'Or, 46,7%, soit 0,8 points de moins par rapport au premier tour à la même heure. Donc des électeurs côte-d'oriens un peu moins mobilisés. Le taux de participation était déjà en baisse ce midi à 17%. Un binôme élu au premier tour, celui de Châtillon-sur-Seine mené par Hubert Brigand. Il reste donc 22 cantons à pourvoir et pas de gros bouleversements. Non, l'union de la droite devrait conserver l'avantage, mais on suivra avec attention la résistance de la gauche sur ces bastions de l'agglomération dijonnaise. Une gauche arrivée en tête dans 5 des 6 cantons dijonnais. À surveiller Dijon 3, qui comprend notamment le quartier populaire des Grésilles, car le Front National s'est invité dans la bataille. Qu'en sera-t-il également pour la nouvelle garde socialiste révélée lors des dernières municipales? Nathalie Kunder sur Dijon 2, Céline Maglica sur Dijon 6 ou encore Océane Charret-Godard sur Dijon 4 en duel très serré avec le tandem UMP Anerchens-Ludovic Rochette. Alors le risque de perte pour la gauche se trouve surtout dans certains cantons ruraux qui lui étaient historiquement acquis. La situation s'annonce difficile, notamment à Montbard, mais aussi pour les triangulaires de Longwy, Nuit-Saint-Georges ou encore Arnel-Duc, marqués par une poussée de l'extrême droite. Le Front National qui progresse et espère placer des élus sur le canton de Brazé-en-Plaine, par exemple, mais aussi à Chenôve et Saint-Apollinaire. À tout à l'heure, Lise. Lilian Melet, vous êtes un homme pressé, vous voyez déjà plus loin. Oui, Lise nous a parlé de ce deuxième tour qui vient de se terminer à 19h sur l'agglomération dijonnaise. Mais en fait, ces résultats vont nous faire basculer très vite sur le troisième tour. C'est comme ça qu'on appelle l'élection du président. Et même sur ce qu'on pourrait appeler abusivement le quatrième tour, les élections régionales de décembre. Il faut dire que le redécoupage a rééquilibré le paysage du département où le monde rural était surreprésenté. Ce rééquilibrage va donc peut-être atténuer en partie la tendance nationale et sera peut-être de nature à limiter l'ampleur de la majorité. Rappelons que François Sauvadet est UDI, qu'il a besoin de l'UMP pour la solidité de sa majorité et qu'il aura besoin de l'UMP de Côte d'Or pour les élections régionales de décembre prochain dans lesquelles s'est déjà lancé l'UMP franc-comtois Alain Joyandet. Dans la coulisse, le sénateur UMP de Côte d'Or, Alain Houpert, s'oppose à cette alliance départementale. Le résultat de ce soir établira la cote des uns et des autres. Nous suivrons tout cela. Premier résultat à 20h15. Tout à l'heure, Elsa, grâce à un travail mené en coulisses en ce moment. Exactement. Comme dimanche dernier, Arnaud, vous pouvez suivre la soirée électorale à la télévision. 5 heures de direct en continu. Dispositif exceptionnel pour vous permettre de connaître les résultats en temps réel partout en France et surtout près de chez vous. En Bourgogne, vous le voyez, documentalistes, techniciens, journalistes sont sur le pont. Vous pourrez découvrir dès 20h15 les premiers scores dans les 85 cantons restants, les scores, les réactions et les premières analyses. Des infos à retrouver sur le net avec un site complètement transformé pour l'occasion. Et pour les plus mordus, eh bien, une nouveauté, vous pouvez déposer vos commentaires et vos réactions sur les réseaux sociaux. #FR3 Bourgogne. F3 Bourgogne sur Twitter, france3.fr, France TV Info également.fr pour nous rejoindre. Nous verrons vos messages s'afficher tout à l'heure dans le courant de la soirée. Un résultat tout de même disponible, mais il ne s'agit pas de politique, mais de cyclisme, de sport. Pour vous signaler une victoire tout à l'heure, celle de Jean-Christophe Perrault dans le Critérium international pour la 2e année consécutive. Le cycliste licencié, vous le savez, en Bourgogne, au Creusot, 2e Tour de France l'an dernier. Il s'est imposé tout à l'heure en Corse devant le franc-comtois Thibaut Pinot, autre star du dernier Tour de France d'ailleurs.
France 3 est la seule chaîne à vous proposer votre édition spéciale élection départementale. Ce soir encore. La semaine dernière, d'ailleurs, nous étions numéro 1 grâce à vous à l'heure des premiers résultats. Donc soyez là tout à l'heure également. Nous nous retrouvons à 20h15 après la synthèse nationale que va vous présenter Carole Gessler et Francis Letellier. Soirée spéciale France3.fr et on se retrouve donc à 20h15 pour les tout premiers résultats dans votre canton. Nous les détaillerons canton par canton. Tout de suite, des idées de sortie en Bourgogne et la météo. On se donne rendez-vous donc tout à l'heure à partir de 20h15 pour vivre ensemble cette soirée spéciale sur France 3 Bourgogne. Parlez-en autour de vous, rejoignez-nous et n'oubliez pas Facebook et Twitter pour tous vos messages, vos commentaires sur le net. À tout à l'heure, 20h15.